Je vois en moi être ce mont Fourvière, en maintes parts pincé de mes pinceaux. À son pied courent l'une et l'autre rivière, et jusqu'au mien descendent 2 ruisseaux. Il est semé de marbre à main monceau, moi de glaçons. Lui auprès du soleil se rend plus froid, et moi près de ton œil je me congèle, ou loin d'ardeur je fume. Seule une nuit fut son feu non pareil. Las, toujours jare, et point ne me consume. Une vie, une œuvre. Maurice Sèvres, prince des poètes au cœur impénétrable, par Florence Marguier et Annie Douel. Je crois simplement que Maurice Sèvres est un des tout plus grands poètes de la France. Et pour moi, Sèvres représente beaucoup parce que, à mon avis, quand on commence à le lire de près, on ne s'en débarrasse plus. C'est-à-dire qu'il a une qualité de beauté, d'abord, de poème, et cette beauté est en même temps tellement énigmatique que son énigme ne cesse pas, et qu'on est amené à le relire et à le relire sans cesse pour approcher de plus près cette énigme. Mais cette énigme est comme le mystère dont parlait Jean Kelevitch par rapport au secret, ça ne se résout pas. Et donc il y a toujours cette approche, mais avec cette sorte de désir de saisir de plus près les éléments de cette énigme. Jacqueline Risset, ce qui sollicite les poètes contemporains dans l'œuvre de Maurice Sèvres, n'est-ce pas justement cette aventure d'une pensée qui interroge le sens du désir à travers la langue? Né à Lyon, entre Rhône et Saône, aux environs de 1500, l'œuvre poétique de Maurice Sèvres, poète et humaniste, se compose principalement de 5 blasons, de la Délie, objet de plus haute vertu, publié en 1544, et du Microcosme en 1562. Maurice Sèvres y propose une conception novatrice du dire, de l'expérience du désir, d'où émerge en ce début du XVIe siècle l'homme renaissant. Antoine Raybaud, pourquoi est-ce que les poètes contemporains se sont-ils intéressés à la poésie de Sèvres? Un des premiers attraits qu'exerce cette poésie, un attrait qu'on pourrait dire archaïque, c'est une poésie savante. Il y a un caractère moderne de cet attrait, c'est que c'est une poésie qui est moins lyrique que problématique. C'est moins une poésie de l'éloge, par exemple, du lyrisme de la femme, puisque chaque fois, c'est de femmes qu'il est question, avec l'Olive de Du Bellay, avec la Laure de Pétrarque, avec la Béatrice de Dante, avec la Délie, par conséquent, de Sèvres. Mais c'est moins une éloge de cette femme qu'un questionnement de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, quel est le sens. Et comme si ce n'était pas donné, et comme si, au contraire, dans la difficulté même d'aimer, ou de la relation d'aimer, qui n'est pas forcément la même chose, il y avait un espace de questions qui s'ouvre jusqu'au nom de la personne, qui en fait fait question et ouvre des questions. Et il me semble que le caractère moderne tient à quelque chose qui est en effet foncier, c'est qu'actuellement, on ne penserait plus faire un espèce de lyrisme plein de la personne ou du sentiment ou de choses de cet ordre, mais on pense à travers ce texte un peu, si j'ose dire, dévergondé, à la fois très sanglé et très dévergondé qu'est la poésie, comme s'il s'agissait d'aller dessiner des figures, des représentations qui ne sont pas immédiatement données dans le discours du tout venant. C'est ce que vont trouver, Antoine Raybaud, c'est ce que vont trouver les poètes contemporains chez Maurice Sèvres. Dans Délie, C'est pas dans ce sens que je dirais, c'est pas une question d'influence, c'est une question de position par rapport à la poésie. Et en ce qui concerne ce caractère savant, c'est peut-être un manque, parce qu'actuellement, depuis beaucoup d'années, la poésie est allée vers, au contraire, un certain relâchement, si l'on peut dire, de la rime, des formes fixes, et de la culture. On demandait un langage pauvre,
On demande une forme qui ne soit pas une forme pré-pensée, qui se pense en même temps que le poème se déroule. Et là, c'est quelque chose d'autre. Et par conséquent, quelque chose qui renoue avec un très vieux savoir de la poésie, qui apparente la poésie à ce que peut être la musique ou la peinture. Je veux dire, quand même, Picasso fait un tableau, il sait Titien, il sait Raphaël, il sait Ingres. Et lorsque les musiciens, lorsque Xenakis ou quand Bokourestiev écrivent une musique contemporaine, ils savent Beethoven, ils savent Palestrina. Et donc, il y a là, peut-être dans la poésie, actuellement, un manque que l'attrait pour Sèvres vise à combler. La lune a 2 croissants, entre toutes une parfaite. Je préférais à tout Dieu ma maîtresse, ainsi qu'amour le m'avait commandé. Mais la mort, fière, en eut telle tristesse que contre moi son dard a débandé. Et quand je l'ai au besoin demandé, le m'a nié comme pernicieuse. Pourquoi sur moi, ô trop officieuse, perds-tu ainsi ton pouvoir furieux? Vu qu'en mes morts, délit, ingénieuse du premier jour, m'oxy de ses beaux yeux. Jacqueline Rissé, la forme qu'utilise Maurice Sèvres, c'est comme une sorte de démonstration en même temps. Exactement. Des démonstrations, mais en même temps impossibles à résoudre peut-être. Voilà, c'est une démonstration. Et effectivement, il y a quelque chose de très curieux et qui déconcerte pas mal, qui a déconcerté même ses contemporains. Et en particulier les poètes qu'il admirait, qui sont venus tout de suite après lui, comme les poètes de la Pléiade, du Bellay, Ronsard. Et les poèmes de Sèvres sont difficiles. Ils sont difficiles et qu'est-ce qui déconcerte au premier abord? C'est qu'il y a, à la différence des poèmes habituels, des poèmes de Pétrarque ou des poèmes de Ronsard ou d'autres, qui sont principalement fondés sur le nom, sur un nom qui se répand et sur l'adjectif. Chez Sèvres, il y a d'une part le verbe, qui est très important parce que c'est une poésie active, une poésie dynamique, et l'amour lui-même n'est pas passif, il est passif et actif à la fois. Et par ailleurs, il y a aussi un cadre syntaxique extrêmement fort qui n'est pas dans les autres poèmes. Ces mots que les grammairiens appellent les mots vides, qui n'ont pas un contenu sémantique, disons, et qui servent simplement à construire la phrase de façon logique, disons. Eh bien, chez Sèvres, toute cette construction syntaxique est extrêmement forte, extrêmement démonstrative, justement. Il y a une sorte de raisonnement serré qui se produit dans ces divers. Et ce qui est étonnant, c'est que cette présence de ces mots vides, de ces articulations syntaxiques, ne détruit pas, au contraire, la force poétique, la beauté poétique de son vers. Et alors c'est là où il y a vraiment un rapport avec Mallarmé, c'est-à-dire Mallarmé est lui aussi un des seuls poètes qui donne une armature, qui donne une place énorme aux mots vides.
et qui construisent aussi sa poésie comme une démonstration. D'ailleurs, c'est assez étonnant, mais c'est un fait que Sèvres a été oublié pendant plusieurs siècles, c'est-à-dire que, par exemple, au XVIIe siècle, on l'évoquait simplement comme un gentilhomme lyonnais qui avait fabriqué des emblèmes. Et c'est simplement tout à la fin du XIXe siècle, quand Mallarmé a écrit des poèmes, qu'un critique, pour dire du mal de Mallarmé, a écrit que les poèmes de Mallarmé n'étaient pas si nouveaux que ça, parce qu'il y avait un poète obscur du XVIe siècle qui écrivait exactement de la même façon. Ce voisinage, cette affinité entre Sèvres et Mallarmé, elle est réelle. Gisèle Mathieu-Castellani, chez Maurice Sèvres, on a l'impression qu'il y a quelque chose, une obscurité. C'est quoi l'obscurité Oui, il y a en effet une obscurité, et il me semble qu'il faut d'abord l'éclairer, ou essayer de l'éclairer, sans la dénier, sans la prendre en compte, en effet, et peut-être se dire que, comme Montaigne, quelques années plus tard, il est quelqu'un qui doit dire à demi, ne dire qu'à demi, dire confusément, comme disait Montaigne, mais surtout dire discordamment, c'est-à-dire dire dans la contradiction, et c'est pourquoi l'œuvre est difficile à lire, la contradiction même qui anime à la fois la passion amoureuse et le sujet lui-même, puisque lorsqu'il se décrit, il se décrit comme un sujet ultrêmement divisé, donc divisé de façon insupportable à l'intérieur de lui-même. Alors, cette obscurité, d'ailleurs, elle a été notée, et notée en général sévèrement, par les contemporains et par la postérité immédiate. On cite souvent, et en effet, c'est plaisant, le vers de Baïf qui dit qu'il était non entendu, ni s'entendant lui-même, donc ni compris, ni ne se comprenant lui-même. Et dans sa vie de Maurice Sèvres, Coltet dira « Il tomba dans des sentiments si sombres et si obscurs que jamais le ténébreux Lycophron ne le fut davantage. » Or, Lycophron, c'est l'emblème même de l'obscurité poétique. Et je rappelle aussi, parce qu'elle me plaît beaucoup, la petite scène savoureuse que décrit Pontus de Thiard. Un homme vient et, ayant pris la délie en main, avant moi même d'avoir lu en entier le second vers, se rida le front et la jeta sur la table à demi courroucée. Et Pontus de Thiard ajoute ceci, qui me plaît beaucoup, aussi se souciait bien peu le seigneur Maurice Sèvres, que sa délie fût vue ni maniée des veaux. Donc c'est une œuvre qui n'est pas faite pour des veaux. Et je dirais que c'était déjà l'ambition de Dante, dans sa Vita Nuova, quand il disait qu'il ne lui déplaisait pas, il faut comprendre même que cela lui plaisait, que telle chanson, tel poème ne soit pas compris par les sots, par ceux qui manquent d'ingegno, disait-il. Et c'est la même ambition. Bon, c'est une haute poésie et qui est faite pour des lecteurs attentifs, avertis, et si on n'y comprend rien, c'est qu'on n'est pas fait pour lire ce genre de texte, qu'on aille voir ailleurs. Thomas Sankeller. Et ce que nous savons, c'est que Maurice Sèvres est originaire, donc la famille est originaire de Lyon. La famille a donné des échevins à la ville de Lyon. Maurice Sèvres a 3 sœurs qui sont liées toutes, en fait, à d'importantes figures humanistes de l'époque.
Et Maurice Sèvres, on sait qu'il a fait des études, parce que nous savons à un moment donné, il est docteur. Seulement, nous ne savons pas du tout où il a fait des études. Or, il ne pouvait pas faire des études à Lyon, parce qu'il n'y avait pas d'université. Alors, on pense que probablement, il a fait des études en Italie, peut-être à Bologne, peut-être à Pavie, ou bien à Avignon. Docteur en droit. Eh bien, on ne le sait pas. Nous savons simplement, donc, il y a plusieurs documents de l'époque, par exemple celui de l'entrée du roi Henri II à Lyon en 1548, qui le mentionne. Donc, on va commander des contributions, si vous voulez, littéraires, artistiques. Donc, Sèvres coordonne, si vous voulez, l'entrée du roi à Lyon. Et donc, dans les documents de l'époque, il est nommé docteur. Or, nous ne savons pas du tout ce qu'il a fait comme étude. Maurice Sèvres étant quelqu'un d'extrêmement discret, et nous manquons d'informations à ce sujet. Lyon, c'est une ville particulière en France au début de la Renaissance. Lyon, c'est une ville frontière, c'est ce qu'on oublie peut-être un peu trop vite aujourd'hui. C'est une ville qui est la porte d'Italie. Et en fait, donc, il y a une importante population italienne à Lyon. Il y a beaucoup de contacts entre l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, et tout passe en fait par cette ville de Lyon. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît important parce que cela attire du monde venant d'Italie. Alors qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi l'Italie? À la Renaissance, c'est l'Italie qui a, disons, de l'avance sur le reste de l'Europe. Donc la Renaissance vient d'Italie, elle commence en fait avec ce qu'on appelle les trois grandes couronnes d'Italie, c'est-à-dire Dante, Pétrarque et Boccace. C'est à cette époque-là aussi que Sèvres rencontre Étienne Dolet, qui est un imprimeur lyonnais. Exactement. Donc il commence en fait à avoir des contacts avec quelqu'un comme Dolet, avec quelqu'un comme Griffius aussi, qui est un Allemand d'origine. Et puis, bien sûr, il y a une troisième grande figure qui est à mon avis peut-être la plus importante, c'est Jean de Tourne. Parce que Jean de Tourne va éditer la plupart des textes de Maurice Sèvres, à l'exception en fait de Dailly. Et c'est cette figure-là qui sera la plus proche probablement de ces milieux italianisants qui sont importants pour Sèvres. Alors il y a peut-être un autre point que j'aimerais souligner par rapport à la situation de l'édition à Lyon, c'est que Lyon est importante aussi parce que c'est une ville de foires. C'est-à-dire que 4 fois à l'année, on a des foires importantes. Et les foires sont des espaces de liberté. Donc aussi bien pour les hommes que pour les biens immatériels. Et en fait, on va donc vendre des livres sur les marchés des foires. Et cette espèce de liberté sera renforcée par le fait qu'il n'y a pas d'université à Lyon. Donc, ça peut paraître un peu surprenant de dire ça comme ça, mais en fait, si on compare Lyon à Paris, on constate qu'à Paris, la Sorbonne, qui est une faculté de théologie, a un contrôle massif par rapport à la chose imprimée. Et c'est pas du tout comme ça à Lyon, où en fait, on imprime plus facilement parce que justement, il n'y a pas ce contrôle de la part de l'université et des théologiens. Françoise Charpentier. On a parlé d'école lyonnaise, mais prudemment, le premier qui a vraiment fait une thèse complète sur Sèvres, qui est Verdun-Saunier, a donné comme titre Maurice Sèvres le prince de la Renaissance lyonnaise, pas de l'école lyonnaise. Il y a un milieu d'humanistes composé d'imprimeurs, éditeurs, ce sont de grands humanistes, les imprimeurs, de savants, de professeurs, mais d'écrivains aussi, de poètes. C'est la cité de Louise Labbé aussi, Lyon. Par exemple, Louise Labbé, puis des femmes poètes, les sœurs de Sèvres, Claudine Sèvres, dit-on, était poète, Bernette du Guillet, et puis alors de nombreux poètes. Et voilà. ce groupe qui était à Lyon, dans une ville assez libre en fin de compte. C'est une ville riche d'échanges. D'abord, c'est une ville qui est sur le Rhône. Ça facilite beaucoup le côté matériel de l'impression. Donc, il y a eu beaucoup d'imprimeurs. Lyon était la 2e ville de France pour l'imprimerie. Et évidemment, ça fait toute une floraison de vie intellectuelle. Le soupir. Ô soupir, vous savez mes secrets et découvrez mes douloureux regrets. Quand vous sortez sanglantissant du cœur jusqu'à la bouche, éteinte par langueur. Où allez-vous, soupir, quand vous sortez si vainement que rien ne rapportait, force un désir de toujours soupirer, dont le poumon ne peut plus respirer.
soupirs épars, qui tant épais se hâtent que pour sortir, en la bouche ils se battent. Ne plus ne moins qu'en étroite fournaise, l'on voit la flamme issir, mal à son aise. Soupirs soudains et vistes et légers, soupirs qui sont des loyaux messagers. Ah, qu'ai-je dit, des loyaux, mais fidèles, s'entretenant par distinctes cordelles à celle que point ne m'abandonne, et que toujours soulagement me donne. En 1533, il y a un événement très important dans la vie de Sèvres et qui va, pour ainsi dire, lancer son existence de poète. Cet événement, c'est la redécouverte de la tombe de Laure. Donc Laure, la dame chantée par Pétrarque dans son Canzoniere. C'est une histoire assez complexe. Ce qu'on constate, c'est qu'à partir de 1532-1533, la France, et François Ier, donc le roi en tête, va se passionner pour la poésie pétrarquiste. Et en fait, donc, automatiquement, évidemment, les poètes de cour vont commencer à rédiger des poèmes dont le goût pétrarquiste, vont commencer à traduire Pétrarque. Là, on peut mentionner quelqu'un comme Marot, qui va traduire 6 poèmes du Canzoniere, plus un premier texte qui est traduit dès 33, et d'autres qui seront traduits plus tard. Et en fait, donc, ça c'est l'arrière-fond, si vous voulez, cet engouement pour Pétrarque. Et donc, Maurice Sèvres, qui est à Avignon, va participer, je dirais, à cette grande entreprise d'appropriation de Pétrarque, qui, je le rappelle peut-être, a passé de longues années de sa vie à côté d'Avignon, à Vaucluse. Et donc, Sèvres va participer à cette entreprise d'appropriation en redécouvrant la tombe de Laure dans une église à Avignon. En fait, c'est une histoire passionnante parce qu'elle est décrite assez longuement justement par Jean de Tourne, donc l'éditeur de Maurice Sèvres et qui est aussi l'éditeur de Pétrarque. On sait que Maurice Sèvres a donc cherché dans les baptistères, dans les églises de l'époque pour essayer de trouver la tombe. Et puis, dans l'église des Cordeliers, il trouve une tombe à moitié effacée par le temps. Et donc, dessus, on trouve juste un écu, en fait, qui lui rappelle Laure de Nove. Et il va donc demander l'ouverture de cette tombe. Les autorités ecclésiastiques lui donnent l'autorisation d'ouvrir la tombe. Or, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve, comme c'est très joliment écrit dans le texte de l'époque, on trouve de menus ossements, puis magnifique, une mâchoire entière qui va, pour ainsi dire, se mettre à parler de cette belle histoire. Et puis, on trouve une boîte. Et dans cette boîte, on va trouver un médaillon, en fait, avec une effigie de femme dessus et une abréviation MLMI. Personne ne sait ce que ça veut dire. Et Maurice Sèvres, qui est docte, qui est quelqu'un, les contemporains incitent beaucoup sur ce grand savoir de Maurice Sèvres. Maurice Sèvres va proposer donc une explication qui est Madonna Laura morte giace, c'est-à-dire donc si j'y Madonna Laura. Donc il va déplier le petit bout de parchemin qui est également dans cette boîte. Là encore, ça va se répéter. Dans un premier temps, c'est un texte illisible. Et Maurice Sèvres va en fait lire ce texte, il s'agit d'un sonnet, et il va donc dire, voilà, c'est un sonnet de Pétrarque, que Pétrarque a donc écrit en l'honneur de Madonna Laura. Soupir secret, servant de procureur, quand pour juger ignorance ou erreur, ils vont pour moi vers celle comparaître, où je ne puis, au moins à présence, être. Que dira-l'on de vous, soupirs épais, qui ne pouvez dehors sortir en paix, levant aux cieux votre longue traînée? Alors qu'on voit fumer la cheminée, l'on peut juger par signes évidents qu'il y a feu qui couve là-dedans. Et quand souvent je sangloute et soupire, que dans mon corps le feu croît et empire. Soupirs qui sont le soif et doux vent, qui vont la flamme en mon cœur émouvant. Ô toi, soupir, seul solace de ma vie, qui sort du sein de ma doucette amie, dis-moi, que fait ce mien cœur trop posé? Je crois qu'il s'est en tel lieu composé qu'amour piteux si haut bien lui procure, qu'il n'aura plus de moi souci
ne cure. Sève est quelqu'un qui était très imprégné, comme tous les poètes de son époque, de poésie pétrarchienne, c'est-à-dire celle de Pétrarque lui-même et celle des pétrarchistes, mais de plus, il était aussi imprégné de Dante. Et ça, c'est un des seuls, mais tout à fait des seuls en France, parce que Dante n'a pas pénétré en France. Enfin, il y a eu quelques traductions, et au XVIe siècle, il y a eu aussi Marguerite de Navarre, et il y a eu François Ier, qui ont fondé une académie dantesque, où on lisait tous les jours un morceau de Dante. Mais ça n'était pas du tout une présence normale chez les poètes. Et Sève, il reprend, on peut dire, la densité, l'âpreté de la poésie de Dante et en même temps l'harmonie de la poésie de Pétrarque. Il y a chez lui cette double ascendance, on peut dire. Plus toute une série d'ascendances et de souvenirs, de mémoires, disons, de la poésie médiévale que les autres poètes refusent. C'est-à-dire que Sève était quelqu'un d'extrêmement érudit, c'est-à-dire que c'était un humaniste latin d'ailleurs, comme les autres humanistes lyonnais de la même époque. Et ils avaient tous une énorme admiration pour Sève, qui était le plus docte de tous. Et lui, il était pas seulement docte, mais il traduisait cette érudition, disons, en poésie. Et c'est ça, c'est le miracle qu'il a, c'est que on peut retrouver, si on veut, dans ses poèmes, des éléments médiévaux, hein, des grands rhétoriqueurs aussi. Et par exemple, on trouve aussi des transcriptions presque littérales de traités philosophiques. Thomas Sinclair, alors à cette époque, le genre poétique, ce sont les blasons. Et il semblerait que Maurice Sève réinvente là encore le genre. Absolument. Donc ça, c'est une autre partie très intéressante de l'histoire littéraire de l'époque. Donc en 1534, Clément Marot, qui est à l'origine de ce genre du blason anatomique, va être obligé de quitter la France après la nuit des placards. Il va se réfugier, parce qu'il est suspecté d'hérésie, en Italie du Nord, c'est-à-dire plus exactement à Ferrare, où se trouve à cette époque René de France. Et donc c'est une cour qui va accueillir Marot, et Marot, qui est exilé, qui risque de s'ennuyer un tout petit peu, Marot va commencer à explorer les genres de l'époque. Et en fait, il va trouver un genre italien qui s'appelle le strambotto, qui est un court poème qui va faire l'éloge de certaines parties du corps féminin. Et en fait, donc, Marot, lui, va essayer d'adapter cela au goût français, écrire un premier texte, un premier poème qu'il appellera le blason du beau tétin. C'est le blason du tétin. C'est un texte, il faut croire, qui a eu du succès. Et donc, Marot va demander, il va faire une lettre à ses confrères en poésie qui sont restés en France, et il va les exhorter à participer à un concours. Donc, il va lancer un concours, ce qu'on appelle le concours des blasons. Et en fait, donc, chaque poète est appelé à choisir une partie du corps féminin qui lui est particulièrement chère, donc une espèce de fétiche, et de la chanter. Et en fait, Maurice Sève va donc choisir. En fait, il a beaucoup chanté. Il a fait 5 blasons, donc c'est un des blasonneurs les plus prolifiques, on pourrait dire. Il a chanté le sourcil, il a chanté la larme, le soupir, il a chanté le front et la gorge. Alors, Thomas Sinclair, quand par exemple il parle de la gorge, c'est véritablement l'anatomie de la gorge. Oui, en fait, je crois qu'il faut relier cette tentative qu'ont Maurice Sève à chanter la gorge à une façon, là encore, de détourner le modèle de Marot. Parce que Marot, lui, avait donc chanté le sein, avec tout ce que ça impliquait de petits jeux grivois. Et Sève, lui, va donc
je dirais, refuser un côté trop immédiatement physique, et il va chanter donc la partie qui se trouve entre les seins proprement dit et puis la tête. Il va beaucoup insister sur l'importance de cette partie du corps féminin qui est très noble. Ce qui a amené certains critiques en fait à parler de blasons très peu physiques, très peu anatomiques, contrairement à d'autres textes qui seront ouvertement grivois et qui vont donc chanter les parties du corps féminin qu'on imagine aisément. Par exemple, il y a plusieurs blasons du cul, il y a plusieurs blasons du con, donc on voit bien que ça tourne évidemment autour des sphères hautement érotisées du corps féminin. Hein. Et Morissev, lui, va refuser cela. Lui, il va choisir plutôt des parties, je dirais, dans lesquelles le poète lui-même va pouvoir s'investir, dans lesquelles c'est, en fait, ce qui intéresse Morissev, c'est moins la partie anatomique du corps de la femme que ce qui se passe du côté du poète. La larme. Larme argentine, humide et distillante des beaux yeux clairs, descendant coille et lente dessus la face, et de là dans les seins, lieux prohibés comme sacrés et saints. Larme qui est une petite perle, ronde d'en bas, d'en haut menue et grêle, en aiguisant sa queue un peu tortue, pour démontrer qu'elle lorce ses vertus quand par ardeur de deuil ou de pitié, elle nous montre en soi quelque amitié. Car quand le cœur ne se peut décharger du deuil qu'il a, pour le tôt soulager, elle est contente ici hors de son centre, où en son lieu joie après douleur entre. Larme qui peut, ire, courroux, dédain, pacifier et mitiger soudain, et amollir le cœur des inhumains, ce que ne peut faire force de main. Humeur piteuse, humble, douce et bénigne, de qui le nom tant excellent et digne ne se devrait qu'en honneur proférer, vu que la mort, elle, peut différer et prolonger le terme de la vie, comme l'on dit au livre d'Isaïe. Ô liqueur sainte, ô petite larmette, digne qu'aux cieux, au plus haut, on te mette, qui l'homme à Dieu peut réconcilier quand il se veut par toi humilier. Larme qui apaise et adoucit les dieux, voir éblouis et baigne leurs beaux yeux, ayant pouvoir encore sur plus grandes choses. Et si ne peut la flamme en mon cœur close diminuer, et tant soit peu éteindre, et toutefois elle pourrait bien teindre la joue blanche et vermeille de celles qui son vouloir jusqu'ici me scellent. Ô larme épaisse, ou compagne secrète qui sais assez comment amour me traite, sors de mes yeux, non pas à grand plein seau, mais bien descend à gros bruyant ruisseau, et tellement excite ton pouvoir que par pitié tu puisses émouvoir celle qui n'a commisération de ma tant grande et longue passion.
Chez Sèvres, il y a une perception très forte de la matière, de la physiologie aussi, et la larme, c'est aussi, et c'est quelque chose aussi d'extrêmement fort et surprenant, la larme, c'est aussi une expression du corps, c'est vraiment la production du corps, et il est en avant, enfin il est presque le précurseur de Freud de ce point de vue, lorsque Freud décrit toutes les sécrétions du corps comme apparentées. Et il y a chez Sèvres cette sécrétion qu'est la larme, qui dans le blason est exprimée de façon extrêmement noble et pure, mais qui apparaît à travers, il y a aussi la sève que l'on voit, et c'est encore un jeu sur son propre nom, mais que l'on trouve dans le microcosme à propos de la sève des arbres, et c'est le liquide nourricier, disons, et la larme est apparentée à cela, elle est apparentée évidemment au sperme, qui n'est jamais nommé, mais il y a chez Sèvres une composante érotique extrêmement forte, qui est toujours présente. Par exemple, il y a une image qui revient très souvent et qui est une image liée à sa ville de Lyon, et qui est la rencontre des fleuves. Et plusieurs fois, le Rhône et la Saône se rencontrent, la Saône se jette dans le Rhône. Eh bien, on a chez Sèvres plusieurs fois cette idée de cette rencontre du Rhône et de la Saône comme la fusion amoureuse. Un fleuve masculin, impétueux, le Rhône, et un fleuve féminin, doux et lent, la Saône. Et c'est chaque fois pour lui la métaphore de cette rencontre. Plutôt seront Rhône et Saône déjoints que d'avec toi mon cœur se désassemble. Plutôt seront l'un et l'autre monts joints qu'avec nous aucun discorde s'assemble. Plutôt verrons et toi et moi ensemble le Rhône aller contre mont lentement, Saône monter très violentement, que ce mien feu tant soit peu diminue, ni que ma foi décroisse aucunement, car ferme amour, sans eux, est plus que nu. Et comme il y a toujours une superposition de sens chez Sèvres, ce qui est fascinant, c'est aussi le Rhône, pour lui, c'est aussi une métaphore du poète qu'il aime, Pétrarque. Pétrarque était à Vaucluse, il a été lui aussi au bord du Rhône, il a vécu au bord du Rhône. Il l'identifie au Rhône, qu'il appelle le fleuve Rhodanus comme rongeur. Ce fleuve qui ronge ses bords tellement sa force est violente. Et c'est aussi ce poète qui a une force extraordinaire, et ça c'est une façon aussi qu'il a, lui, de percevoir Pétrarque, beaucoup plus profonde que celle des autres poètes. Il le voit vraiment comme une force et pas simplement comme une douceur. À sa délie. Non, de Vénus les ardents étincelles, et moins les traits desquels Cupido tire, mais bien les morts, qu'en moi tu renouvelles, je t'ai voulu en cette œuvre décrire. Je sais assez que tu y pourras lire mainte erreur, même en si durs épigrammes. Amour, pourtant, les me voyant écrire en ta faveur, les passa par ses flammes. Souffrir, non souffrir. Ce livre d'Élie, qui est son principal livre, est fait de 449 dizains. Ce sont donc des poèmes de divers. C'est différent de ce que font les poètes de cette époque qui introduisent le sonnet pétrarquiste, qui est 14 vers. Un sonnet, ça paraît long par rapport aux dizains de divers. Et divers de 10 pieds,
de 10 syllabes, disons, ça fait des carrés parfaits. Donc c'est une sorte de forme parfaite qui se suffit à elle-même, et on peut dire que chaque dizain de sève est une sorte de petite perfection de recherche et de trouvaille. C'est-à-dire que chaque fois, il s'agit d'une certaine façon de définir l'amour, de définir le désir, et chaque fois, cette recherche et cette trouvaille se recommence. Ce qui fait qu'on a des dizains qui définissent par exemple l'innamoramento, l'instant où l'amour entre dans le cœur de l'amoureux, et ce poème est varié presque à l'infini. Et de la même façon, les épisodes amoureux qui se construisent petit à petit. Il y a une histoire et en même temps pas d'histoire. C'est-à-dire que l'amour, lorsqu'il naît, devient une sorte de réalité profonde, immédiate, totale, qui dure jusqu'à la mort et au-delà de la mort. C'est aussi un des thèmes de ce livre. C'est un amour, disons, définitif et qui devient cosmique. Prenez simplement le titre de ce poème, c'est-à-dire Délit. Et un sous-titre, très XVIe siècle, objet de plus haute vertu. Mais prenons ce titre Délit. D'abord, c'est un anagramme. Sous délit, vous reconnaissez, en chavirant un peu les lettres, vous reconnaissez l'idée. De même que sous olive de Du Bellay, vous trouvez voile. De même quand chez Pétrarque, cette femme qui s'appelle Laure est une femme de poème, probablement plus qu'une femme réelle, et dans Laure, qu'est-ce que vous avez? L'aura, c'est-à-dire la luminosité qui émane de quelqu'un. Mais vous avez aussi il lauro, c'est-à-dire le laurier. Et puis vous avez, lorsqu'il la traite, il parle de sa blondeur, l'aurea crine, c'est-à-dire l'or. L'or, c'est la pierre philosophale, etc. Il y a donc, Antoine Raybaud, le fait même de jouer sur les allitérations, sur les sons, sur les sonorités, sur les noms, comme le fait Maurice Sèvres, est quelque chose qui est un peu comme une pierre alchimique. Oui, c'est le nom, au lieu d'être simplement le nom d'une personne, le nom de l'extase lyrique du poète, le nom devient un opérateur. Et dans l'idée, il y a à la fois, comme il y a en même temps des textes très charnels, enfin charnels au sens de présence physique, il y a cette idée que tout ce poème va être expérience, sens. Alors on peut comme ça aller assez loin, et puis on peut prendre la fabrique même du nom. Dans Délit, il y a lien. Et il y a des liés. Et par conséquent, tout le poème va être construit sur le déliement, c'est-à-dire la séparation, le discord, et d'autre part sur le lien, c'est-à-dire l'affinité, l'attrait, etc. Vous voyez qu'il y a là beaucoup d'éléments qui vont jouer et qui vont élargir extraordinairement le théâtre de mots que constitue la poésie, parce que les mots dans la poésie ne sont pas des mots vides liés à leur simple musique, mais ce sont des mots gorgés d'histoire, gorgés d'innombrables voix, d'innombrables cultures. C'est une sorte d'apothéose de Babel, mais dans le sens d'un foisonnement et non pas d'une malédiction. L'œil, trop ardent en mes jeunes erreurs, girouettait, malco, à l'impourvu. Voici, ô peur d'agréable terreur, mon basilic, avec sa poignant vue perçant corps, cœur et raison dépourvue, vint pénétrer en l'âme de mon âme. Grand fut le coup qui sans tranchante lame fait que, vivant le corps, l'esprit dévie. Piteuse hostie au conspecte de toi, dame, constituée idole de ma vie. François Charpentier, le désir chez Maurice Sèvres. En fait, qu'est-ce que c'est que le désir? C'est une essence? C'est quoi? Parce qu'on a l'impression que tout son travail consiste à essayer d'approcher quelque chose. Je crois que c'est le point aveugle de cette œuvre. C'est autour de quoi on tourne et à quoi on n'arrive jamais. Le désir, image de la chose que plus on aime.
Bon, le désir est une image qu'on ne peut pas posséder. Le cœur de l'amant est le miroir de la dame. Ça, c'est une vieille image, enfin, qui est aussi dans la poésie courtoise. Et donc, la dame se mire dans le cœur de l'amant et lui-même ne peut pas posséder même cette image. Cette image peut être meurtrière, comme l'illustre un emblème très, très étrange qui représente ce qu'il appelle un basilisque. Un basilic, le regard du basilic était réputé mortel. Et alors, il représente le basilic au miroir et la petite formule qui n'est peut-être pas de Sèvres, le motto, la devise dit « Mon regard par toi me tue ». C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'autodestruction du désir par lui-même. Thomas Unkeler, dans le parcours de Maurice Sèvres, il y a cette pierre philosophale, presque, qui est Délie, dans laquelle il y a peut-être une nouvelle conception de l'amour qu'il propose à travers une relecture de Platon, en fait. Exactement. Donc, on peut dire de Délie que c'est un ouvrage pétrarchiste, mais il faut aussi relier, bien sûr, cet essor de l'amour, et plus généralement parlons, le fait que l'amour devienne une chose, disons, digne d'être chantée, cela est en relation directe avec la redécouverte de Platon pendant la Renaissance florentine du XVe siècle. C'est vers les années 60 du XVe siècle que Marcille Ficin, le grand philosophe à Florence, va traduire un texte célèbre de Platon qui est le Banquet. Et non seulement il va le traduire, mais il va le commenter. Il va donc en fait réécrire une sorte de banquet où les invités vont parler de l'amour, et ce texte aura, donc en imitation du texte de Platon évidemment, et ce texte aura une importance considérable en France. Donc à la fois, c'est un texte qui sera traduit assez vite, c'est un texte mais qui est aussi lu en latin, c'est sa version originale, et qui sera véhiculé par un bon nombre de traités sur l'amour. Et en fait, donc, c'est des figures comme Bembo, comme Castiglione, etc., qui vont donc propager l'idée que l'amour est une possibilité de s'approcher de l'idéal, de la beauté, de la divinité, en fin de compte. Et cela va se marier donc chez Sèvres. Donc, nous avons d'une part l'influence pétrarchiste et nous avons d'autre part cette influence de ce qu'on appelle donc le néoplatonisme. Et ces deux influences vont se retrouver dans la figure de Délie. Dans le cas de Sèvres, ce qui est intéressant, c'est que nous avons bel et bien cette volonté de monter vers un idéal, mais nous avons aussi un constant rappel que donc le corps et que la corporalité de la dame et de l'amant aussi ne va jamais définitivement être dépassé. Et ça, donc là, c'est un aspect qui va éloigner Sèvres de la vulgate platonicienne qui, elle, devrait se détacher du corps matériel, dans ce qu'il a de contingent finalement. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'en fait le défi de Sèvres, c'est de relier le spirituel au sensuel. Tout à fait, tout à fait. Je pense que là, c'est à mon avis tout à fait central par rapport à la pensée de Sèvres. C'est que nous avons à la fois donc, la spiritualité et le domaine du sensuel, de l'érotique, du corps, dans tout ce qu'il y a de plus concret. Et nous avons ces deux aspirations chez Sèvres. Nous avons un constant rappel que l'homme, en tant que être humain, qui est au milieu, si vous voulez, entre la sphère matérielle et la sphère des idées, l'homme, lui, sera constamment pris. Il est au centre de l'univers, mais il ne pourra jamais accéder définitivement au monde des idées. Il retombe toujours sur Terre. Comme Hécaté, tu me feras errer et vif et mort, 100 ans parmi les ombres. Comme Diane, au ciel me resserrer, d'où descendit en ces mortels encombres. Comme régnante, aux infernales ombres, amoindrira ou accroîtra mes peines. Mais comme lune, infuse dans mes veines, celle tu fus, est et sera Délie.
qu'amour a joint à mes pensées vaines, si fort que mort jamais ne l'en délie. Quand dans les dizains de Delhy, Sèvres dit Delhy, objet de haute vertu. Oui. Est-ce que la vertu, c'est l'objet aussi de haute tension, enfin Oui, c'est-à-dire, elle est objet de plus haute vertu, bon, donc elle est en effet idéale, idéalisée. Gisèle Castellani. Et en même temps, forme fuyante et errante, et difficile à poursuivre même, difficile à saisir toujours. Mais en même temps aussi, il y a une espèce de certitude. Elle sera possédée, sinon charnellement, encore que cela ne soit pas exclu, mais de toute façon par ce poème qui va la prendre dans les bras des vers. Donc il y a toujours cette contradiction. Hein. Et de même aussi, c'est un long poème obscur, mais qui entend luire aussi. Donc c'est pareil. Et lumière d'une œuvre, puisqu'elle est dédiée à celle qu'il appelle Delhy, c'est-à-dire la brillante, en effet. Hein, avatar de la délienne, avec son triple visage. Donc Delhy, elle lit et elle délie en même temps. Elle lit fortement, elle attache, elle fait un nœud très fort, mais en même temps aussi elle délie, puisqu'elle permet d'accéder à un autre univers qui est cet univers idéal où les amants seront ensemble et réunis. François Charpentier, Delhy, c'est qui Delhy? Elle a existé? C'est une image? On dit que c'est Pernette du Guillet qui est morte très très jeune en 1945. Et donc, elle est restée dans une image très juvénile. Elle est morte extrêmement jeune. Elle avait, je crois, 25 ans. Donc, Sèvres aurait été amoureux de cette jeune femme qui était d'abord une disciple et qui est devenue très amoureuse de lui. D'ailleurs, les poèmes de Pernette du Guillet disent le nom de Sèvres, révèlent Sèvres comme son inspirateur et son aimé. C'était une relation de maître à élève? Ah oui. Donc, il y a la fascination, en fait. Une fascination. Mais je ne crois pas qu'il y ait un seul corps et une seule femme derrière le nom de Delhy, derrière cette forme incertaine du nom. Thomas Sinkeller, est-ce que dans Delhy, comme dans les blasons, en fait, bien sûr, il y a le personnage féminin avec peut-être une inspiratrice, je crois, c'était Pernette du Guillet. Tout à fait. Mais est-ce que on voit se dessiner en filigrane, ou tout au moins, est-ce que aussi il y a un rapport avec le poète lui-même? Eh bien, je pense qu'on peut évidemment essayer de lire Delhy comme une sorte de roman d'amour entre Maurice Sèvres et Pernette du Guillet. Ça a souvent été lu comme ça, donc Pernette du Guillet, elle-même poétesse lyonnaise. Ce qu'on constate en tout cas, c'est que la poésie de Pernette du Guillet, elle est très proche de celle de Sèvres. Alors est-ce que Pernette du Guillet était peut-être l'élève de Maurice Sèvres, comme on aime le dire parfois, ou est-ce que, pour aller un tout petit peu plus loin, est-ce qu'elle ne serait pas une création de Maurice Sèvres, c'est-à-dire une sorte d'alter ego qu'il s'invente pour mieux donner corps à ce que l'amour platonicien a de plus fort, c'est-à-dire que c'est un amour réciproque. Platon, et après lui Ficin, enfin surtout Ficin en fait, insiste beaucoup sur cette importance de l'amour réciproque. Et en fait, donc, on peut croire que cette figure de Pernette du Guillet, dont nous ne savons pas grand-chose, en dehors des quelques textes que nous avons, que cette figure de Pernette du Guillet serait, dans ce sens-là, une création de Maurice Sèvres. C'est très difficile à dire, évidemment, on se fait vite accuser de misogynie en disant cela, mais il est certain qu'à l'époque, il y a beaucoup d'hommes qui prennent le rôle des femmes et qui empruntent donc la voix féminine pour essayer de retrouver un amour partagé. La même chose est par exemple vrai pour Pétrarque. Donc dans ces années-là, au début du XVIe siècle, on va inventer des réponses de l'or à Pétrarque, ce qui n'aurait jamais été, disons, envisageable au moment de la vie de Pétrarque. Mais au courant du XVIe siècle, on va de plus en plus ressentir cela comme un manque. Et on va donc donner une voix à l'or. Là, c'est très clair, c'est fictif. Mais dans le cas, c'est beaucoup plus complexe dans le cas de poétesses comme Pernette du Guillet ou Louise Labbé. Sais-tu pourquoi de te voir j'eus envie?
C'est pour aider à l'ouvrier qui cessa lorsqu'assembla en me donnant la vie les différents, ou après me laissa. Car mes beaux chants, nature s'efforça d'entendre et voir pour nouvelle ordonnance ton haut savoir, qui m'accroît l'espérance des cieux promise, ainsi que je me fonde. Que me fera avoir la connaissance de ton esprit qui ébahit le monde. Pernette du Guille. La petite Pernette, qui est la dédicataire, ou l'une, peu importe, des dédicataires du recueil, a elle-même joué avec cette sévérité de Sève. Elle se moque de Sève, qu'elle appelle un maître sévère. Il est de nom et de fait sévère, donc elle joue sur le nom, Sève, sévère. Et il y a une très jolie petite scène, très malicieuse, où elle le montre, qui exercite en sa philosophie son gent esprit. Bon, ça peut être un compliment, ça peut être aussi comme une espèce de regret, quelqu'un qui est bien loin du commerce des sens. Et c'est là qu'elle invente une petite scène moqueuse de provocation qui m'a toujours beaucoup amusée. Là, dit-elle, quand j'aurai bien au long vu son cours, je le laisserai faire à part ses discours et toute nue en l'eau me jetterai. Donc c'est la provocation. Est-ce que tu vas vraiment arriver à ce désir charnel que nous souhaitons l'un et l'autre? Et il y a tout ce jeu entre eux, puisque comme on sait, il y a deux poèmes qui se répondent, qui sont en dialogue, sans qu'on sache lequel des deux répond à l'autre. C'est celui de Pernette et celui de Sève. Et celui de Sève. Et tous les deux célèbrent la jouissance. En toi je vis, où que tu sois absente. En moi je meurs, où que sois présent. Tant loin sois-tu, toujours tu es présente. Pour près que sois, encore suis-je absent. Et si nature outragée se sent de me voir vivre en toi, trop plus qu'en moi, le haut pouvoir qui, œuvrant sans émoi, infuse l'âme en ce mien corps passible, la prévoyant sans son essence en soi, en toi l'étant, comme en son plus possible. Il a pris de Dante cette analyse des contradictions, ce sentiment qu'il y avait de l'obscur dans toute passion et qu'on ne pouvait dire qu'obscurément ce qui était obscur. Et que ce serait une faute même de ne pas dire obscurément ce qui doit être absolument caché. Dante disait il y a des choses qu'il faut taire, tacere. Et Sève aussi dit il faut taire. Hein. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas dire, mais en même temps, il faut les donner à entendre. Et d'où tout ce jeu sur le silence et la parole, ou plus exactement, le silence et le cri. Le cri, c'est une façon, en quelque sorte, de dire sans dire. En particulier, ce qui est tout à fait étonnant, c'est le moment où, précisément, il ne peut même plus prononcer un mot dissyllabique d'une grande simplicité, le mot de « merci », qui est le mot que crie le vaincu à son vainqueur. Il dit « J'ouvris la bouche, et sur le point du dire « mère », un serin de son naïf sourire m'entreclouit le poursuivre du « si ». Donc, on ne peut même pas aller au bout de ce cri « mère, si ». Il n'est pas dit, il est suggéré. Gisèle Castellini, j'ai l'impression que dans l'œuvre de Sève, il y a une certaine violence qui serait, j'allais dire, constitutive même du poète. Oui, hein. Oui. C'est-à-dire parce qu'il y a ce merci qu'on ne peut pas prononcer, il y a ce non. Dans Délices, ça commence par non, oui, non, etc.
C'est de la violence, C'est de la violence, si, vous avez raison, c'est de la violence. Et je crois que, justement, dans le silence, il fait entendre la violence. Alors, au XVIIe siècle, la rime violence-silence sera tout à fait fréquente, même peut-être trop, chez Théophile, chez Tristan l'Hermite. Mais chez lui, c'est vraiment quelque chose qui dit que, dans le silence, il y a une violence qu'on se fait à soi-même, et une violence aussi que l'on fait à l'objet que l'on veut chanter. Jacqueline Risset, c'est cette philosophie de l'amour donc qui provenait d'Italie en fin de compte, qui va infuser à l'intérieur même de la pensée poétique de Maurice Sèvres. Ah, certainement. D'ailleurs, Sèvres était probablement lui-même d'origine italienne, puisque sur un livre d'un écrivain italien qui s'appelle Ludovico Dolce, il y a une petite signature Sceva, S-C-E-V-A, qui est le nom aussi d'un village italien pas loin de Turin, et où Sèvres a repris aussi toute l'origine. Sèvres avait la capacité et le goût de percevoir tous les symboles que pouvait contenir le langage. Et par exemple, dans Sèvres, il y a Sévus qui veut dire sauvage. Et il y a cette qualité de sauvagerie, si l'on veut, que l'on peut trouver chez lui. Comme il suggestionne aussi les mots délit, qui est le mot qu'il donne à la femme aimée dans le livre. Et délit, ça veut dire la délienne, celle qui est née à Délos, c'est-à-dire Diane, c'est-à-dire la sœur d'Apollon. Et Apollon, d'une certaine façon, c'est lui aussi. En fait, on retrouve aussi toute cette fraternité Soleil-Lune, Apollon-Diane, etc. Pour Sèvres, la Lune, c'est ce qui est à la fois l'astre du changement, mais c'est aussi celui de la lumière nocturne. Pour ce que tu luis en moi la nuit obscure, en employant le mot luire, le verbe luire de façon transitive. C'est pas tu luis simplement, mais tu luis la nuit obscure, c'est-à-dire en moi tu fais briller la nuit, toujours avec des jeux sur les phonèmes des mots. Délit, c'est pas seulement l'idée, mais c'est aussi l'idole, et c'est aussi le désir, c'est aussi la déité. Il y a toute une série de dispersions possibles de ce nom, de ces deux voyelles extrêmement claires, le « et » et le « i », qui répandent leur lumière, on peut dire, sur tout le texte. Antoine Rebaud, c'est-à-dire il y aurait chez Sèvres un glissement de l'amour au désir. J'ai l'impression qu'au contraire, le désir gagne d'autant plus que le charnel perd. Autrement dit, dans l'amour qui n'est pas seulement chez Sèvres, mais dans le XVIe siècle, à la Renaissance en général, autant il y a une réhabilitation par le biais de l'Antiquité grecque, on voit bien comment le corps, le physique, le matériel a pu être réhabilité, mais le problème c'est plutôt l'échelle du désir. Et par rapport à un désir de consommation, il y a un désir qui est un désir d'appréhension, de compréhension, de vivacité plus haute, et d'autre part, en termes de lumière, d'illumination plus grande. Et cette illumination plus grande, elle est d'une part l'illumination en effet de la rencontre de l'autre. Et là, il y a beaucoup à dire sur la modernité de cette rencontre chez Sèvres. Et d'autre part, l'illumination, c'est aussi que tout ce qui est aporie, scorie dans le monde tel que nous le vivons,
peut s'élever jusqu'à un degré de compréhension tel que tout au contraire congrue, tout va ensemble. Et on a ici quelque chose de magnifique dans la résolution de cette antinomie, c'est le souffrir, non souffrir du début au milieu de la souffrance, ou souffrir, non souffrir final. Pourquoi non souffrir? Parce que tant de sens est sorti de la blessure de la séparation. Thomas Senkeler, dans le parcours de Maurice Sèvres, à un moment donné, il y a un silence, une sorte de rupture avant l'autre grand livre, qui est Microcosme. Et cette rupture va correspondre à quoi? Parce qu'en fait, on a très très peu d'éléments, comme si Sèvres avait voulu s'effacer lui-même, effacer ses propres traces. Oui, il y a une volonté d'effacement chez Sèvres qui me paraît extrêmement fascinante et qui a d'ailleurs fait que il y a eu beaucoup de critiques contemporains qui ont comparé Sèvres à Mallarmé et à l'idée de la disparition élocutoire du poète, tel que Mallarmé l'esquisse. Ce qui est certain, c'est que Maurice Sèvres est quelqu'un d'extrêmement discret. Il n'a jamais signé ses propres œuvres, ou s'il les a signées et s'il les a marquées de son sceau, c'est à travers des devises, et c'est à travers des abréviations, par exemple. Donc, en plus, il ne nous facilite pas vraiment la tâche parce qu'il va choisir plusieurs devises pour signer ses œuvres. Donc, par exemple, il y a un premier texte qui est signé par souffrir, se offrir, c'est-à-dire donc souffrir, s'offrir. Et la deuxième devise, qui est celle de Delhi, c'est souffrir, non souffrir. Donc, c'est des devises déjà qui sont passablement énigmatiques, mais qui permettent, disons, de signer les œuvres sans mettre à proprement parler un nom dessus. Et en fait, il y a donc cette œuvre tardive, qui est le Microcosme, qui va paraître en 1562, et qui sera signée par une autre devise qui s'appelle non ci, non là. Non ci, non là, ce qu'on pourrait traduire, mais là encore, traduire des devises, c'est problématique, par ni ici, ni là. Mais ce qu'on constate en tout cas, c'est que Sèvres, qui était quelqu'un de très actif dans les années 40, dans les années 30 et 40, qui participe donc à l'entrée du roi à Lyon, qui écrit une églogue, la Saussée, et à la fin des années 40, c'est comme s'il était épuisé, donc il va plus ou moins disparaître, en tout cas il va presque plus rien publier. Il va publier quelques sonnets d'accompagnement, quelques sonnets de louange pour des confrères, mais il n'y a pas d'œuvre du tout. Et en fait, de façon extrêmement surprenante, en 1562 paraît donc le Microcosme. Non ci, non là. Dieu qui trine en un fut, triple est, et trois sera. Et comme tes élus nous éternisera, de ton divin esprit enflamme mon courage pour décrire ton homme et louer ton ouvrage. Ouvrage vraiment chef-d'œuvre de ta main, à ton image fait, et divin et humain. Premier en son rien clos, ce s'éloi en son tout. Commencement de soi sans principe et sans bout, inconnu, force à soi, connaissant toute chose, comme toute de soi, par soi, enclose. Masse de déité, en soi-même amassée, sans lieu et sans espace, en termes compassés, qui ailleurs ne se peut qu'en son propre tenir, sans aucun temps prescrit, passé ou à venir, le présent seulement continuant présent son être de jeunesse et de vieillesse exempt. Essence pleine en soi d'infinité latente, qui seule en soi se plaît et seule se contente. Jacqueline Risset, dans la poésie de Maurice Sèvres, il y a Microcosme,
cette grande œuvre. Oui. Est-ce qu'on retrouve une forme de violence dans Microcosme, ou qu'est-ce que nous dit Microcosme? Le Microcosme, c'est à mon avis un poème beaucoup trop oublié. C'est un poème de 3000 vers en alexandrin, ce ne sont plus les dizains, et c'est un poème dans lequel Sèvres chante le devenir humain. C'est simplement, modestement. C'est-à-dire qu'il veut montrer à quel point l'homme est un dieu terrestre pour lui. C'est l'homme qui a en partage la planète Terre. Et il s'occupe de la planète Terre comme Dieu s'occupe, ou ne s'occupe pas, disons, de sa création. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être même interprété, ce microcosme, comme une sorte d'anti-divine comédie. Enfin, pas au sens de contre une divine comédie, mais d'une divine comédie renversée. C'est-à-dire que ce par quoi la divine comédie finit, c'est-à-dire la vision de Dieu qui se contemple lui-même, devient chez Sèvres le début, parce que c'est Dieu qui se contemple lui-même avant de créer. Et il y a des vers qui sont étonnamment proches. Par exemple, lorsque Dante écrit, je le lis en français, parce que c'est plus simple, « Ô lumière éternelle qui seule en toi réside, seule te pense et par toi entendu, et t'entendant rit à toi-même et t'aime ». C'est cette sorte d'auto-contemplation, d'auto-jouissance divine que l'on retrouve de façon très proche chez Sèvres, qui dit « Essence pleine en soi, d'infinité latente, qui seule en soi se plaît et seule se contente, non agente, impassible, immuable, invisible, dans son éternité comme incompréhensible, et qui de soi en soi étant sa jouissance, consistait en bonté, sapience et puissance. Cette auto-jouissance de Dieu, on la retrouve exactement de façon très proche chez Sèvres et chez Dante, avec ce côté aussi de l'incompréhensible, de quelque chose qui est au-delà de l'intelligence humaine. Mais c'est donc pour Sèvres, ceci, ça n'est pas le point d'arrivée, le point dans lequel Dante arrive à voir finalement Dieu, et par ce sentiment d'impossibilité cesse d'un seul coup sa vision. Chez Sèvres, il y a ce début, puis il y a la création de l'homme, et cette création de l'homme devient une sorte d'exaltation, au point que la faute originaire, le péché originel, devient chez Sèvres heureuse faute. Et il y a une description, et ça c'est peut-être le passage le plus beau, le plus réussi du microcosme, c'est le moment où Ève, il y a une très belle aussi naissance d'Ève, qui est un passage absolument charmant de contemplation, d'attardement sensuel sur la beauté d'Ève, la surprise d'Adam qui voit ce semblable à lui légèrement différent, et puis le moment où Ève mange la pomme. Et d'abord, il y a une description de ce goût d'Ève. Il s'identifie à Ève qui est en train de goûter ce goût nouveau. Et puis, ça devient tout de suite cette idée de l'heureuse faute, c'est-à-dire que Ève, mangeant la pomme, devient du même coup mortelle. Et la mort engendre la vie. Si Ève n'avait pas mangé la pomme, eh bien l'humanité ne serait jamais née. C'est donc la description de Sèvres. Donc l'humanité doit être reconnaissante à Ève, parce que c'est grâce à Ève que l'humanité existe. Donc c'est une façon de retourner allègrement les conceptions religieuses du temps. Le tout connoissant, prévoyant la malice du séducteur malin avec sa complice, lui souffre d'éveiller
mais petit à petit, dans leur ventre, un désir d'un aigret appétit de leur jeune estomac chatouillant l'orifice. Et pour mieux achever d'Aguet son maléfice, en mode de serpent, se va glissant, étendre le long de l'arbre, au bout branlant de sa branche tendre, où pendoie une pomme en violet brun teinte, qu'à Ève présenta de friandises atteintes. Et comme moins robuste et trop plus délicate, en sa forme masquée, l'aiguillonne et la flatte, l'attrait, la gaigne enfin. Et ainsi séduisant, d'une voix assez basse et feinte, lui disant « Craignez-vous de ce fruit beau et doux, avalé pour odieux bien et mal, sachant vous égaler ?» Ah, menteur, tu voulais, pareil à toi, les rendre pour le bien comme toi, laisser et le mal prendre. Point ne mourrait, plein d'éternelle vie, tu prophétisois vrai, rempli sur eux d'envie. L'innocente, soudain, commence à s'étonner, n'ayant encore ouï un tel mot résonner, à l'oreille enchantée au bruit de ce doux son, auquel simple elle creux, sous bien foible raison. L'orse, le faux se taisant, lui a tendu la pomme, pour l'attraper première, et pareille après l'homme. Elle la prend, la tourne, et mollement la touche, l'odore et baise. Et puis, demi dans la bouche, lui imprime ses dents, étreignant la douceur d'une saveur suave au palais transgresseur, qui gloue ce doux morceau, non bien goûté, avale. Et ensemble la mort au ventre lui dévale. Dirais-je, Ève, que trop tu fus pour toi friande, ou vraiment, pour nous, heureusement gourmande ? Ce microcosme est une œuvre très troublante. Et pourquoi est-ce qu'elle est troublante ? Parce que il me semble qu'il y a à la fois il y a deux interprétations possibles, et ces interprétations sont contradictoires. Il y a des critiques qui voient dans le microcosme un éloge de la part de Sèvres des facultés humaines, de la curiosité humaine, prise alors là comme une qualité, c'est-à-dire comme quelque chose d'éminemment valorisant pour l'homme. L'homme doit être curieux parce qu'il doit pouvoir développer constamment son esprit. Et il y a d'autre part ceux qui, au contraire, vont insister sur ce que cette notion de curiositas a de problématique à cette époque-là. Donc, parce que la curiosité, c'est ce qui amène à dépasser les bornes fixées par Dieu. C'est ce qui amène à constamment remettre en question la place que Dieu a donc assignée à l'homme. Évidemment, la figure d'Adam, n'est-ce pas, qui sera chassé du paradis, est une figure aussi de cette chute de l'homme, donc de la trop grande curiosité, de ce qu'il ne fallait pas. Donc cet arbre de la connaissance, il fallait justement ne pas s'y attaquer. Donc il y a ces deux aspects, disons, qui entrent en résonance dans le microcosme. Et en fait, les deux petits sonnets qui encadrent le texte vont même renforcer ce malaise interprétatif, parce que dans ces petits sonnets, Sèvres va insister sur le fait que, à ses yeux, le microcosme est une œuvre. Il va la comparer au fruit du figuier à l'automne, qui est donc un second fruit sans saveur. Et on ne sait pas très bien comment prendre cela. Est-ce que donc le microcosme serait une œuvre finalement pessimiste par rapport à ce désir, cette soif de connaissance de l'homme, ou est-ce qu'au contraire c'est un éloge, comme le fait croire l'autre petit sonnet qui va comparer le microcosme à des noisettes, c'est-à-dire donc à un fruit qu'on peut garder et qui pourra encore nourrir bien plus tard. Alors là, la question reste ouverte.
Sèvres est quelqu'un qui est extrêmement sensible à la contradiction, mais aussi à la coexistence des niveaux. Et le niveau humain, le niveau cosmique, pour lui, sont naturellement liés. Jacqueline Risset. Et on ne peut pas perdre de vue l'un ou l'autre. C'est-à-dire ni se perdre dans une sorte de rêverie cosmique comme il y a beaucoup de poètes et de penseurs de son époque qui le font, mais on ne peut pas non plus se restreindre à un seul domaine humain. Il y a cette sorte de coexistence et là il utilise très fortement ce qui est chez Dante, ce qui est aussi dans tout le XVIe siècle, ce que Michel Foucault, par exemple, dans Les mots et les choses, a appelé le grand système des signatures, c'est-à-dire ce monde qui signifie par tous ces éléments. Ce qui est nouveau chez Sèvres et qui est donc proche aussi de Marcille Ficin et des autres penseurs de la Renaissance, c'est que ce n'est plus une lecture de Dieu, disons. Ça n'est plus une lecture, disons que c'est un peu comme chez Nicolas de Cuse, Dieu est extrêmement loin. Dieu crée le monde, après quoi il s'en désintéresse. Et c'est l'homme qui devient responsable de son propre monde, de ses transformations, de ses réalisations. Et il y a cette sorte de refondation même du monde. Et par exemple, le langage, lorsque Adam est dans le monde de Dieu, dans le paradis terrestre, il nomme les animaux, par exemple, en langage divin. C'est Dieu qui lui donne immédiatement son langage. Lorsqu'il se trouve sur la terre, il doit absolument renommer tout, parce que inventer, disons, le langage, ce qui sera le langage humain. Thomas Unkeler, Maurice Sèvres meurt, mais on ne sait rien, on n'a pas découvert son tombeau, on n'a pas de traces. Ça, c'est peut-être le dernier grand paradoxe de cet écrivain qui s'est fait connaître en ouvrant des tombeaux, qui s'est fait connaître en écrivant des textes à la louange de confrères morts, qui a écrit un tombeau, par exemple, du fils de François Ier, mort, comme on croyait à l'époque, empoisonné. Et en fait, donc, nous avons encore cette publication du Microcosme en 62, nous avons encore un petit sonnet de louange en 1563, mais est-ce que ça a été écrit en 63 ou avant, on ne sait pas du tout. Et puis Sèvres purement et simplement disparaît. Et on s'explique mal, évidemment, cette disparition d'un poète qui avait été l'une des figures phares de toute une génération lyonnaise. Alors, il faut peut-être dire deux choses. À la fois, il y a une raison peut-être très concrète, qui est que en 63-64, il y a la peste à Lyon. Donc, est-ce que c'est la raison pourquoi non seulement Sèvres a disparu, mais personne ne le mentionne plus. Donc, c'est comme s'il avait simplement disparu. Est-ce que c'est parce que la peste a tellement fait des ravages que finalement on ne pouvait plus se payer le luxe, disons, d'ériger un monument, soit textuel, soit concret, à Maurice Sèvres? Ça, donc, c'est possible. De l'autre côté, il faut peut-être rappeler aussi que c'est une période, le début des années 60, où la réforme va toucher Lyon et qui va donc créer toute une série de problèmes au niveau de la ville entre les protestants et les catholiques. Et là aussi, donc, on aurait évidemment pensé que Sèvres pourrait prendre position, mais il ne le fait pas du tout. Donc, est-ce qu'il a été victime, comme un autre célèbre confrère, Barthélemy Hanot, est-ce qu'il aurait été victime de ce conflit entre les réformés et les catholiques? Donc, tout ça, c'est pas clair, mais ce que je trouve, à la limite, si vous voulez, très beau, c'est que Sèvres, qui disparaît donc, ne fait par cette disparition qu'entériner quelque chose qui avait déjà commencé au tout début de Sèvres. C'est une figure évanescente, c'est une figure qui va se donner tout entière dans ses œuvres, mais qui n'existe presque pas au-delà de ses œuvres. Pour Sèvres, très curieusement, non seulement on ignore la date de la naissance,
sans doute les premières années du XVIe siècle, mais c'est tout ce qu'on peut dire, peut-être 1601, 1604. Mais on ignore aussi, et ça c'est beaucoup plus singulier, la date de la mort. Vraisemblablement, lors de la réédition du recueil en 1564, le poète est déjà mort. Mais on pense qu'il est mort autour de 1562. Enfin, rien qui permette de dire il a disparu du paysage de la poésie française en telle année, ou même à tel moment. Non, c'est très, très singulier. Comme s'il avait lui-même choisi d'accentuer cette obscurité en ne laissant aucun témoignage autre que, évidemment, ce qui doit vivre éternellement, c'est-à-dire Delhi. Bien sûr. C'est mes tristes archives, comme il dit. C'est son tombeau. Le tombeau et les chandeliers. Après la mort, ma guerre encore me suit. Si tu t'enquiers, pourquoi sur mon tombeau l'on aurait mis deux éléments contraires, comme tu vois être le feu et l'eau, entre éléments les deux plus adversaires? Je t'avertis qu'ils sont très nécessaires pour te montrer, par signes évidents, que si en moi ont été résidents larmes et feux, bataille âprement rude, qu'après ma mort, encore si dedans, je pleure, et hare pour ton ingratitude. C'était Une vie, une œuvre, Maurice Sèvres, prince des poètes au cœur impénétrable. Avec Gisèle Castellani, écrivain et professeur de littérature à Paris 7, Françoise Charpentier, auteur de la préface de Delhi, parue aux éditions Gallimard, Thomas Unkeler, auteur du Vif du sens dans l'univers de Maurice Sèvres, paru aux éditions Droz, Antoine Rebaud, poète, Jacqueline Risset, poète, auteur de l'Anagramme du désir sur la Delhi de Maurice Sèvres aux éditions Fourbi. Texte lu, François Sienner. Mixage, Marie-Dominique Bougaud. Réalisation, Annie Douel. Une émission de Florence Marguier.